Bonjour à tous, je suis content de vous voir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Juste avant de commencer à raconter, je vous rappelle que j'ai pour objectif de récolter au moins 2000 € par mois sur la plateforme Utip afin de pouvoir financer ce genre de vidéos qui demande un travail colossal. Si ce genre d'histoire vous plaît et que vous voulez m'aider à en créer plus, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Utip et à me faire un petit don mensuel. Ce qui compte, ce n'est pas la somme donnée, mais la somme de ce qui donne. Le lien vers mon Utip est dans la description. Et maintenant, mes amis, je vous souhaite à tous la bienvenue dans le 14e chapitre de ce Super Flame Story. « 14 décembre. Il était environ 1h du matin. C'était une des premières nuits calmes depuis des jours. Phileas avait fait prévenir les familles des membres de l'expédition Pic au Vent que le groupe commando était parvenu à sa mission et le protocole Centurion avait été assoupli. Plusieurs soldats de la DPA avaient été autorisés à aller boire des coups au cul sec. Dans le bar se trouvait le colonel Guinard. Il était assis en face du sergent Rodriguez, le soldat du pôle renseignement qui lui avait remis le dossier médical de Phileas. « Dites-moi, mon colonel, vous avez du neuf concernant notre petit arrangement ?» Eh bien oui, Rodriguez, je ne vous ai pas oublié. Figurez-vous que dans moins d'1 quart d'heure, un de nos Humvee va quitter Pic au Vent en direction de Castel-les-Pins. Un de nos véhicules va quitter le périmètre du protocole Centurion ? Oui, figurez-vous que la fille du maire est atteinte d'une leucémie et qu'elle est actuellement hospitalisée au CHU de Castel-les-Pins. Monsieur le maire a pu négocier avec DPA 002 un aller-retour pour aller voir sa fille. Je vous ai affecté au convoi. Le colonel Guinard sortit une lettre de sa poche. Ce document vous autorise à demeurer à Castel-les-Pins et vous désengage du protocole Centurion de Marmottin. Merci, monsieur, je vous dois une fière chandelle. Les deux hommes se levèrent. Venez, je vous accompagne jusqu'au véhicule, déclara le colonel Guinard. Les deux soldats marchèrent longuement et finirent par s'engouffrer dans une petite ruelle, Rodriguez en tête. Curieux comme point de rendez-vous, j'aurais pensé que le véhicule se serait trouvé vers la mairie. Non, pour rester discret, les gars récupèrent le maire à son domicile. Soudain, Guinard sortit un couteau de combat. Il se rapprocha du sergent Rodriguez et l'égorgea. T'en fais pas, va, tu vas retourner à Castel-les-Pins. Mais ce sera les pieds devant. Rodriguez s'effondra dans une mare de sang. Tout autour de lui, la neige vira progressivement au rouge. Bientôt, une des ruelles adjacentes fut éclairée par une lumière intense. C'étaient les phares du Humvee qui devaient accompagner Pavier à Castel-les-Pins. En effet, Guinard n'avait que partiellement menti. Seule l'histoire de l'affectation de Rodriguez au convoi avait été inventée de toutes pièces. Guinard récupéra la fausse lettre qu'il avait donnée à Rodriguez et la brûla, avant de se diriger vers le Humvee. « Tiens donc, qu'est-ce qui vous amène ici, mon colonel? Vous êtes pas au bar ?» demanda le conducteur en attendant que Fabrice Pavier ne sorte de sa maison. Eh bien, figurez-vous que je voulais vous souhaiter une bonne route et m'excuser auprès de Pavier car je ne savais pas pour sa gamine. J'ai toujours su que derrière votre cœur de pierre se trouvait un cœur plus mou. Ma parole, Pontel, vous êtes un vrai poète. Oh, vous croyez? Absolument, un de ces quatre, il faudra que je vous offre un stylo plume d'argent. Oh, ce serait un honneur, mon colonel. Quelques minutes passèrent et Fabrice Pavier ne tarda pas à quitter son appartement. Il était en compagnie de Phileas. « Guinard, qu'est-ce que vous foutez là ?» demanda DPA 002 à son subalterne. Je voulais dire à monsieur Pavier de s'accrocher. Étant moi-même le père d'une petite fille, je ne peux que comprendre ce qu'il ressent. C'est, gentil, déclara le maire avant de rentrer dans le Humvee. Phileas, je vous en supplie, respectez mes concitoyens. Je serai de retour en fin de matinée si tout se passe bien. Avec les bons résultats de la mission sur Pic au Vent, j'ai une marge de manœuvre un poil plus grande auprès de la hiérarchie. Je ferai de mon mieux. Cependant, n'oubliez pas les termes de notre accord. Officiellement, vous n'êtes pas dans ce véhicule. Ne parlez de la DPA et du protocole Centurion à personne. Je vous fais confiance, monsieur le maire. Écoutez, tant que je peux voir ma petite Anna, je garderai vos secrets. Bonne mentalité, bonne route, Pavier, déclara Phileas en refermant la porte du Humvee avant de taper sur le toit pour indiquer au pilote de partir. Phileas se retourna vers le colonel Guinard, affichant un regard suspicieux. « Et donc vous passiez par là par le plus grand des hasards pour dire coucou au maire ?» C'est exact. Ouais. Phileas regarda sa montre.
Il était 2 heures du matin. Quand ses yeux se posèrent de nouveau sur le colonel, il constata que ce dernier le fixait avec un sourire malsain. « Mais alors comme ça, vous vous appelez Philippe Asselin ?» En entendant ces mots, Phileas fut fort décontenancé. « Comment vous connaissez mon véritable nom ?»« De la même manière que je sais que vous ne devriez plus avoir le droit d'exercer au sein de la DPA. » Un silence pesant s'installa. Par réflexe, Phileas se saisit de son pistolet. « Je ne ferai pas ça à votre place, Philippe !» lança le colonel Guinard en sortant lui aussi son arme. « Je peux savoir pourquoi vous me faites ça, Guinard ?»« Parce que je trouve votre gestion de la situation catastrophique. » Votre vision autoritariste des choses provoque des dommages difficiles à réparer. Vous semez la rancœur et vous récoltez la haine. Et dommages collatéraux. Filez-moi les clés de la boutique et vous allez voir que tout sera résolu en quelques jours. Plutôt crevé. Allô, monsieur. Pourquoi vous tuez quand je peux simplement vous mettre hors jeu avec un coup de fil? Demanda Guinard en sortant de sa poche un terminal sécurisé. Qu'est-ce que vous comptez faire? Guinard ne répondit pas. Oui, mon général, c'est Guinard à l'appareil. Ça a intérêt à être important pour que vous me réveilliez si tôt. Eh bien, figurez-vous, mon général, que c'est très important. Je tenais à vous signaler que... Le colonel n'eut pas le temps de finir sa phrase. Phileas venait de lui tirer une balle en plein cœur. Il lâcha son téléphone avant de s'effondrer dans la neige. Phileas soupira. Il raccrocha le téléphone de Guinard. Ce fut ensuite le sien qui se mit à sonner. Oui, mon général? Bonsoir, Phileas. Navré de vous réveiller, mais le colonel Guinard vient de tenter de me joindre pour me dire quelque chose d'important et j'ai entendu un coup de feu. Oui, l'incident m'a déjà été reporté. On fait de notre mieux pour savoir de quoi il en retourne. Parfait. Tenez-moi au courant. À vos ordres, monsieur. Soudain, Phileas entendit des bruits de sirènes de police. L'équipe du capitaine Leblanc était en train de converger vers le quartier. Contrairement à ce à quoi il pensait, les forces de l'ordre ne venaient pas vers lui, mais vers le défunt sergent Rodriguez. Un ivrogne l'avait repéré en rentrant du cul sec. Les véhicules de police furent bientôt suivis par des blindés de la DPA. Phileas quitta précipitamment la scène de son crime pour se rendre, l'air de rien, sur celle du colonel Guinard. « Nom de Dieu, Rodriguez !» s'exclama Phileas en apercevant le corps de son officier de renseignement. « Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ?»« Eh bien, comme vous pouvez le voir, on l'a égorgé. » déclara le capitaine Leblanc. « Qui a bien pu faire ça ?» lança un des soldats de la DPA en observant le cadavre de son collègue. « La quasi-totalité des habitants de cette ville. » répondit Phileas. Le chef du protocole Centurion marmottanais se sentait pris au piège. Il savait que les 2 meurtres étaient les 2 pièces d'un même puzzle. Il ne lui avait fallu que quelques secondes pour comprendre que c'était très probablement Rodriguez qui avait fourni son dossier médical à Guinard. « Est-ce qu'il avait de la famille ?» demanda Leblanc. « Oui, sa femme. Elle attend un enfant, d'ailleurs. Dire que je voulais lui proposer de prendre quelques jours de congé. » Ironie macabre. Un peu plus tard, à Pic-au-Vent, Oswald, Rico, Fonck, Bloom, Tassier, Bréau et Hudson dormaient à point fermé. Le colonel Hartmann faisait le point avec Alias et Bennett, tandis que Wooden, Yupvig, Antoine et Anderson montaient la garde. Nous devons impérativement savoir si Nicolas est en mesure de lever la scellée magique d'Oswald. Si lui, ses gars et ses bouquins quittent Pic-au-Vent, ça ne peut prendre que des proportions diluviennes. « Initialement, ma mission est de vous ramener à Marmottin », déclara Hartmann. « Je vous signale qu'a priori, les 2 seules personnes en mesure de s'y rendre sont Oswald, qui est taré, et Boglov, qui est taré aussi, mais pas dans le même sens. »« Vous oubliez Tassier, » reprit Bennett. « Il a en lui les souvenirs d'Oswald et je le soupçonne de savoir comment lever la barrière magique. »« Pourquoi refuse-t-il de communiquer cette information ?» demanda Hartmann. « Je suppose qu'il doit avoir une raison. Pour en revenir aux quantités de sel astronomiques que récoltent Boglov et ses sbires, je crois savoir que la symbolique de cet aliment est très forte dans nombre de cultures. Je ne serais pas surpris qu'il soit utilisé dans des rituels liés à des livres interdits. Cependant, je sais par expérience que les verrouillages magiques sont très durs à faire sauter, et étant donné qu'Oswald est un ancien propriétaire de porte, je suppose qu'il a utilisé le verrou le plus puissant qu'il était en mesure de mettre en place. Il serait tout de même intéressant de demander à Philippe d'explorer les souvenirs d'Oswald pour qu'il nous aiguille un minimum. « C'est hors de question », déclara l'intéressé en pénétrant dans la pièce avant de se préparer du café. « Vous ne dormez pas, commissaire ?»« J'ai le sommeil léger depuis que j'ai les souvenirs d'Oswald. »« Pourquoi vous ne voulez pas nous dire comment lever le verrou ?»« Parce que c'est comme ça. D'autres questions ?» La discussion fut interrompue par des coups de feu à l'extérieur, non loin de la maison. « Que se passe-t-il » demanda Alias. Le colonel Hartmann s'empara de sa radio. « Yupvig, tout va bien de votre côté ?»«
On est à couvert, mon colonel. On n'est pas impliqué dans les échanges de tirs. Qui tire sur qui alors? Le sergent Antoine dit qu'il s'agirait de 2 groupes de prisonniers qui se mettent sur la gueule. Vous voulez qu'on s'en mêle? Négatif, évitons de révéler nos positions. Entendu, je vous tiens au courant. Étant donné que le colonel avait une oreillette, les autres ne pouvaient pas entendre la conversation. Hartman dut expliquer la situation à Alias et Bennett. « Ça peut être bon pour nous, ça », déclara Alias. « Si les prisonniers s'entretuent, ça veut dire qu'il y a des désaccords dans leur rang et que Boglov ne fait pas l'unanimité. N'allons pas si vite en besogne, si ça tombe, c'est un simple conflit isolé. » Soudain, l'oreillette du colonel Hartman grésilla de nouveau. Colonel, c'est la merde ici. Il y a une bonne vingtaine de prisonniers qui se canardent. On peut pas bouger avec Youp, sinon on va se faire dégommer. Colonel, ici Wooden. On a un problème. On a été séparés de Yupvig et Antoine. On est à quelques mètres des échanges de tirs. On peut vraiment pas ouvrir le feu pour se dégager? Négatif, restez planqués, on peut pas se permettre de devoir quitter la maison. Wooden ne répondit pas. Wooden, vous avez compris? Silence de nouveau, puis la voix de Antoine. Ah mon Dieu, colonel! Que se passe-t-il, Antoine? C'est Wooden et Anderson. Quoi, Wooden et Anderson? Ils viennent d'être capturés. Oh non, putain, non, pas ça! Soudain, 2 coups de feu. Nom de Dieu, Antoine, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont tué Wooden et Anderson, monsieur. Mon colonel, on vient de perdre 2 hommes. Le colonel leva les yeux au ciel. Comme il avait une oreillette, les autres n'avaient rien entendu à la conversation. Qu'est-ce qui se passe, Hartman? Ils ont eu Wooden et Anderson. Oh mon Dieu! Colonel, il y a 2 groupes de prisonniers qui se séparent. Ils partent dans des directions opposées. Qu'est-ce que... Il y en a qui embarquent que les corps de Wooden et Anderson. Colonel, je peux les tuer. Négatif. Ne révélez pas votre position. 2 morts, c'est déjà trop. Reçu. On revient à la maison. Terminé. Quand le colonel Antoine et Yupvig revinrent sans Wooden et Anderson, les autres occupants de la maison, qu'on avait tiré de leur sommeil, comprirent pourquoi ils étaient debout. « Des morts, encore des morts, toujours des morts !» s'exclama Bloom. « Bon sang, qu'est-ce que j'en ai marre de cet endroit !»« Ça va aller, Alias ?» demanda Andrew. Wooden était un frère d'armes remarquable et un ami fidèle. Sa disparition m'est très douloureuse, Andrew. « Que faisons-nous » demanda le commissaire Tassier. Le petit Maxime, qui avait été réveillé par des cris de Hudson, déboula dans la pièce en se plaignant. « Hudson va pas bien !» Le pauvre sergent souffrait d'une nouvelle crise de manque. Alias monta à l'étage en compagnie du commissaire Tassier et du lieutenant Fonck. Le chef de la DPA donna un peu de poudre bleue à Hudson qui sembla se calmer. Quand tout à coup, sans crier gare, il bondit hors de son lit. Le pauvre était en sueur. Il se mit à frapper le pauvre lieutenant Fonck. « Hudson, calmez-vous !» cria Tassier. « Il m'en faut plus! Plus de récompenses! Plus de récompenses !» s'exclama le sergent en relâchant le lieutenant dans un moment de lucidité. « C'est une drogue, Hudson. Vous êtes accro. On ne peut pas vous en donner plus !» déclara Alias. Hudson fondit en larmes. Le pauvre homme faisait peur à voir. Entre la mort de Wolf, sa capture par Boglov et cette satanée drogue du faucheur, il était sur le point de craquer. Le commissaire Tassier demanda au lieutenant Fonck de garder un œil sur lui avant de redescendre en bas avec les autres, en compagnie d'Alias. Comme les alentours de la maison avaient été le lieu d'un affrontement violent entre prisonniers et au cours duquel le groupe avait perdu 2 de ses membres, le colonel Hartman ordonna que l'on se prépare à quitter les lieux après une bonne nuit de sommeil. Les hommes regroupèrent le matériel, mirent en place des tours de garde et tentèrent tant bien que mal de fermer les yeux, s'évadant quelques instants de pic au vent et parcourant dans leurs songes des ailleurs plus doux. Ainsi, l'inspecteur Bloom rêvait-il de son foyer, de sa femme et de ses 2 fils. Andrew du peu de parenthèses de paix qu'il avait eu dans sa vie. Le lieutenant Fonck de ses filles, Tassier de sa nomination au poste de commissaire, Rico de ses nombreuses conquêtes et, pour finir, Oswald, quant à lui, rêvait d'un plat de raviolis, tandis que les autres montaient la garde.